L'évolution des technologies, ça date pas d'hier, ça date pas d'aujourd'hui, de 2, 3, 4 ou 5 ans. Là, ça va me vieillir un peu. Moi, ça fait 25 ans que je suis dans le domaine des aides technologiques. Et déjà dans les années 87, je me souviens que j'étais impliqué au Centre APO Québec, un centre de recherche québécois sur les applications pédagogiques de l'ordinateur. Et déjà, il y avait des développeurs qui faisaient des outils intéressants, des aides à la communication, des exerciceurs pour des élèves en difficulté ou handicapés. Et aux États-Unis, déjà, on amorçait déjà cette piste-là. Et ça a évolué depuis ce temps-là. Mais on se rend compte que depuis les 10 dernières années, et ça s'accentue de façon exponentielle depuis les 5 dernières années, l'évolution des technologies, des nouveaux supports informatiques, on n'a qu'à penser à la tablette tactile, au tableau blanc interactif, on a pensé au processeur de nos portables qui finalement évolue de jour en jour. La performance des outils, c'est exponentielle également, la puissance des ordinateurs, de telle sorte qu'on a des outils technologiques et des logiciels ou des applications pédagogiques, des technologiques, je dirais plutôt, qui font en sorte que ça répond dans l'ensemble à une grande majorité des besoins de nos élèves qui sont soit handicapés ou en difficulté d'adaptation ou d'apprentissage. De telle sorte qu'on ne peut pas dire qu'on ne peut pas trouver une technologie qui ne comble pas un besoin. Évidemment, quand je dis ça, il faut aussi que je mette en perspective que des intervenants pédagogiques ou des intervenants qui ont un rôle à jouer là-dedans. Ça ne se fait pas tout seul, ce n'est pas une pensée magique, ce n'est pas une pilule, ce n'est pas une prescription pharmaceutique que donner un logiciel à un élève qui a des difficultés d'apprentissage. Mais par ailleurs, on se rend compte que la technologie correspond souvent aux besoins de nos élèves. Il y a aussi, avant ça, il y a eu l'évolution dans la pédagogie, en tout cas en adaptation scolaire au niveau primaire secondaire, puis je pense que c'est un peu partout. Il y a l'évolution des approches pédagogiques. On a parlé de gestion mentale, d'analyse d'approches stratégiques, des types d'apprentissage des élèves. Maintenant, on est capable de dire qu'un élève est plus de type visuel, kinesthésique, l'autre est auditif. Et à ça, on peut coller aussi des outils ou des aides technologiques pour répondre à ces caractéristiques de nos élèves. Par exemple, on a des élèves qui sont plus de mode simultané, pour qui ils peuvent faire un plan de façon séquentielle, c'est plus difficile, vont utiliser un idéateur ou un organisateur d'idées pour lancer leurs idées, les interrelier par la suite ensemble. Donc déjà, ça correspond à un mode ou à un profil d'appréhension de la connaissance. Moi-même, j'ai évolué dans le dossier avec mes collègues au primaire secondaire et on a travaillé fort avec les intervenants, orthophonistes, orthopédagogues du réseau, conseillers pédagogiques en adaptation scolaire. On dirait que c'est formé une communauté qui a reconnu l'importance des aides technologiques pour répondre aux besoins. Et je me souviens, moi, dans les premiers débats, parce que j'ai participé avec la direction de la sanction des études et la direction d'adaptation scolaire pour faire adapter la sanction des études qui autorise maintenant les élèves qui ont des difficultés d'apprentissage à utiliser des aides à l'écriture en situation d'évaluation. Mais je me souviens qu'au début, les orthopédagogues et les orthophonistes me disaient hey, on est un peu frustrés, on utilise des outils technologiques avec nos élèves, ils l'utilisent en apprentissage, mais ils ne peuvent pas l'utiliser en situation d'évaluation. Et là, on constate des modifications, alors que pour nous, c'est des adaptations. Puis l'exemple de la paire de lunettes revenait souvent. On n'enlève pas une paire de lunettes à quelqu'un, puis ça devient une question d'inéquité. Puis là, la question d'équité et d'égalité revenait, on va y revenir aussi tantôt. Donc, il y a eu une évolution des mentalités, des approches, en même temps l'évolution de la technologie. De telle sorte que on a rencontré... C'est depuis une dizaine d'années que vous travaillez là-dessus. Oui. C'est fort, puis que ça débloque, puis que la sanction évolue dans ses règles. Bien, tout à fait, parce que cette pression-là, à la fois des intervenants, est venue parallèlement avec la pression des parents, qui utilisaient aussi des outils technologiques ou qui découvraient des outils potentiellement intéressants pour leurs enfants. Puis là, il y avait moins de crises à la maison. Les enfants se révélaient avec des outils comme la prédiction de mots, la synthèse vocale. Et là, ils se rendaient compte que c'est efficace pour leur enfant. Des fois, on voyait chez les parents une panacée, mais au-delà de ça, on voyait souvent les enfants gagner en confiance, en estime d'eux-mêmes, et puis développer un potentiel, un intérêt. Il y avait moins de crises à la maison. Il y avait aussi un engagement plus persistant aux études, une motivation, un intérêt. Donc, une diminution aussi de l'abandon scolaire. Et donc, toute cette communauté-là, ça a permis une prise de conscience qui s'est répercutée au niveau des organisations, au niveau de l'institutionnel même. On a pu travailler avec la sanction des études, la direction de l'adaptation scolaire, l'évaluation, le secteur des adultes également, le secteur anglophone. De telle sorte qu'en 2008, le ministère, la sanction des études, a reconnu l'existence ou la pertinence pour des élèves qui avaient des difficultés ou des besoins particuliers de pouvoir utiliser des aides à l'écriture, non seulement en situation d'apprentissage, mais en situation d'évaluation. Et ils reconnaissaient ces aides-là comme étant des mesures d'adaptation et non pas de modification. Donc ici, rapidement, l'adaptation, ça modifie les modalités de réalisation d'un examen, alors qu'une modification va changer les modalités de l'examen lui-même. Donc,
On ne veut pas changer les modalités, on veut que le diplôme ait la même valeur pour tous les élèves, mais par contre, on peut changer les modalités de réalisation. Alors donc, qu'est-ce qu'un élève? Mais par contre, il faut s'entendre sur qu'est-ce qu'un élève ayant des besoins particuliers. En passant aussi, je sais que le secteur collégial est également amorcé. Je pense qu'on était le chef de file au niveau des outils des aides technologiques. Nous, on a suivi au niveau primaire secondaire. On s'est inspiré de ce qui se faisait au collégial. Et je regarde maintenant, à notre tour, on essaie de transférer, c'est la raison de ma collaboration avec Stéphane. Depuis 2 ans, on collabore ensemble pour qu'il y ait un transfert d'expertise qui se fasse du primaire secondaire vers le secteur professionnel. Et on fait la même chose au niveau des adultes. Et on sait que le secteur universitaire aussi s'intéresse à cet aspect-là. Mais on sent qu'il commence à y avoir une ligne qui se trace, qui part de la base jusqu'au secteur de l'enseignement supérieur. Sans compter que le milieu de travail également, on verra tantôt aussi, s'intéresse à l'adaptation des postes de travail pour des personnes qui sont en situation de handicap ou en situation de besoin. Mais qu'est-ce qu'un élève ayant des besoins particuliers? Nous, on a reconnu au primaire secondaire, un élève qui a des besoins particuliers, c'est un élève qui a bénéficié préalablement d'interventions systématiques, fréquentes et ciblées, qui visaient notamment l'apprentissage de stratégies tout au long de son parcours scolaire. Donc, on convient qu'un élève qui a des difficultés, il y a eu un plan d'intervention, évidemment, et il y a eu des intervenants, orthophonistes, orthopédagogues qui sont intervenus pour l'aider à développer des stratégies. Première étape à faire avant d'arriver avec la technologie, parce qu'on veut qu'il développe des stratégies internes. Mais malgré ces interventions, on constate que des élèves qui s'efforcent, qui font des efforts, ce n'est pas parce qu'ils sont paresseux, parce que des fois, c'est un problème d'ordre neurologique ou d'autres types d'incapacité. L'élève ne peut faire la démonstration de ses apprentissages quand les difficultés persistent et ne progresse pas suffisamment pour répondre aux exigences de tâches ciblées telles que réalisées par les élèves de son âge. Donc ici, on a des élèves qui ont des difficultés marquées, qui sont persistantes, qui font en sorte qu'ils n'atteignent pas les exigences de la tâche, et ça, c'est le critère essentiel. On ne parle pas d'élèves qui sont en situation d'atteindre des aspirations. Ici, il ne s'agit pas de bonifier sa situation au départ, il s'agit de répondre à des besoins des élèves qui ont des besoins particuliers, qui malgré leurs efforts, malgré les stratégies, n'arrivent pas à atteindre les exigences d'une tâche précise en écriture, en lecture ou dans toute autre tâche, en mathématiques ou autre. Et c'est persistant. Là, la technologie, à ce moment-là, deuxième critère, elle doit révéler un caractère indispensable pour l'élève afin de lui permettre de développer, d'exercer, de démontrer sa compétence. Le caractère indispensable, ici, est majeur à souligner. On ne parle pas d'outils utiles ou intéressants, on parle d'outils indispensables. Et son contraire, c'est-à-dire que sans l'utilisation de la mesure d'adaptation, il serait impossible pour l'élève de répondre aux exigences des tâches à réaliser. Par exemple, ce n'est pas la diagnostic qui prime sur l'attribution d'une aide technologique, c'est la manifestation du besoin. Je vais vous donner un contre-exemple. Souvent, les gens vont dire, oui, mais il y a un diagnostic d'élèves dyslexiques. Mais j'ai vu des cas d'élèves dyslexiques avec 80 en français. Alors, est-ce que parce qu'il est dyslexique, on lui donne une aide technologique, alors que l'autre élève à côté pourrait ne pas avoir de diagnostic et être en situation d'échec dans son examen? Alors, si c'était le critère de diagnostic pour autoriser une aide technologique, on se trouverait à ce moment-là en question de créer un préjudice à l'élève qui, lui, n'a pas de diagnostic, mais qui est en situation d'échec, alors qu'un a un diagnostic, mais il a développé tellement de très bonnes stratégies qu'il est à 80 Et à ce moment-là, l'aide technologique pour cet élève-là deviendrait un outil pour supporter ses aspirations parce qu'il voudrait devenir vétérinaire ou autre. Nous, ce n'est pas la question des aspirations ici qui est le cas. Au niveau de la sanction des études, c'est que l'aide technologique est donnée à des élèves qui sont en situation de besoin. Donc, on pourrait dire aussi que c'est une situation de handicap sur le plan éducatif. Alors donc, pour un élève pour qui c'est indispensable et pour lequel, sans l'apport de la technologie, il ne pourrait pas atteindre les exigences de la tâche. Qu'est-ce qu'une adaptation de modification? Il y a 3 critères, on appelle ça faire la triangulation. Ce qui est important de déterminer, c'est la première des choses, c'est la situation de besoin de l'élève. Est-ce que l'élève est en difficulté marquée par rapport à une tâche, soit en lecture, soit en écriture? OK? Et par la suite, on identifie la mesure de soutien ou la fonction d'aide, parce qu'on ne parle pas ici de lui donner un produit, WordQ, Antidote ou autre, on parle de lui donner une fonction d'aide qui s'appelle prédiction de mots, synthèse vocale, mise en évidence du mot lu, ou un réviseur orthographique ou un correcteur orthographique. Donc, dans le cas d'un élève, si par exemple, il y avait des difficultés marquées en lecture, on pourrait lui fournir une synthèse vocale et on regarde toujours ce qui est évalué. Si c'est en compréhension, par exemple, la synthèse vocale n'est pas une modification, c'est une adaptation parce que ce n'est pas un outil d'aide à la compréhension, c'est un outil d'aide à la lecture. Donc, ça serait vu comme une adaptation ici dans le contexte en évaluation. Si, par exemple, l'élève avait des difficultés en écriture et on voudrait évaluer ses compétences à écrire, puis qu'on lui fournissait une reconnaissance vocale
qui lui permettrait de dicter son texte par la voix et de convertir cette voix-là en texte écrit, bien accordé. Ça serait vu comme une modification, parce que là, on ne pourrait pas évaluer ses compétences écrites. Ça va? Donc, on fait toujours une triangulation pour savoir si une adaptation, si la mesure proposée est une adaptation ou une modification. Alors donc, on regarde d'une part le besoin, d'une part la mesure de soutien et ce qui doit être évalué. Et évidemment, le concept d'équité-égalité, est-ce que c'est juste ou pas juste? On l'entend souvent, à juste titre. Vous êtes légitime de vous poser la question. Mais toutefois, la question ici de justice, c'est une question d'équité, non pas d'égalité. Alors, par exemple, pour illustrer ce propos-là, je vais reprendre la question de la paire de lunettes. Vous voyez le texte. Évidemment, il y en a qui ont besoin de lunettes pour le lire. Si je jugeais la question d'équité en termes d'égalité comme tout le monde pareil, puis l'égalité, c'est tout le monde pareil, je dirais, bien, je considère qu'il y en a qui ont des lunettes, il y en a qui n'ont pas de lunettes. Pour lire ce texte-là, ceux qui ont des lunettes, si je pense en termes de justice vu comme égalité tout le monde pareil, il faut demander à ceux qui ont des lunettes de les enlever parce que c'est pas juste, les autres n'ont pas. Mais si je voudrais être plus juste dans ce même état d'esprit-là, je dirais aussi, bien, je constate qu'il y en a qui ont des lunettes, d'autres qui n'ont pas de lunettes. Pour être plus juste, je vais fournir des lunettes à tout le monde. Comme ça, tout le monde va pouvoir voir le texte correctement. Évidemment, je suis erroné dans mon raisonnement. La question de justice, vue comme équité, c'est la bonne mesure de soutien par rapport à la bonne situation de besoin. Ou encore, faut-il que l'élève soit en situation de besoin? Donc, c'était la différenciation qu'on doit faire à ce moment-là. Par exemple, la synthèse vocale, qui est un support, une fonction d'aide qui aide un élève à mieux décoder pour lui permettre d'avoir une meilleure fluidité en lecture, pour aussi réduire sa surcharge cognitive pour la lecture de longs textes. Elle a aussi comme effet de permettre à l'élève de garder son énergie pour accéder au sens du texte. Alors, si dans l'esprit d'égalité, tout le monde pareil, je fournissais la synthèse vocale à tous les élèves, bien, pour l'élève qui a des difficultés marquées à décoder, ça va être drôlement intéressant, non seulement intéressant, indispensable pour lui. Mais pour l'élève qui est un bon lecteur, vous êtes des bonnes lectrices, vous n'avez pas besoin de synthèse vocale. Je pourrais vous la passer. Les 5 premières minutes, vous allez trouver ça plaisant. Puis après ça, vous allez dire, enlève-moi ça, je vais graffiner. Là. C'est la même chose que la prédiction de mots. Des élèves qui ont des difficultés marquées en écriture au niveau de l'orthographe, la prédiction permet de proposer 5 mots pour à chaque lettre que je tape. Mais pour un élève qui est en difficulté d'écriture, c'est indispensable. Ça lui permet de lui suggérer des pistes d'orthographe, bien orthographiées. Pour quelqu'un qui a une bonne écriture, ça va être une contrainte de suivre la prédiction de mots. Vous voyez que c'est pas parce que, si je pense en termes de tout le monde pareil, ça ne fonctionne pas. Donc, pour certains, c'est indispensable, pour d'autres, c'est inutile. Ça va pas ça? Mais maintenant, on a parlé d'aide technologique. Qu'est-ce qu'une aide technologique? L'aide technologique, c'est d'abord une assistance. Je dirais, moi, au même titre que la paire de lunettes, c'est une orthèse. Pour moi, l'aide technologique, c'est une orthèse technopédagogique. Pas une prothèse. Pour certains élèves, ça pourrait faire même office de prothèse technopédagogique, mais je ne rentrerai pas dans ce détail-là pour aujourd'hui. Mais l'aide technologique, c'est une assistance technologique qui permet à l'élève de réaliser une tâche qu'il ne pourrait réaliser ou réaliser difficilement sans le soutien de cette aide. Et elle doit révéler un caractère essentiel pour répondre à sa situation. Donc, mon élève, je reviens au cas, l'élève qui a des difficultés marquées à lire, on se rend compte que la synthèse vocale lui permet de lire plus rapidement et de lire plus de mots minutes et d'accéder à la compréhension des tâches qui étaient difficiles pour lui autrement. Vous voyez qu'elle compense une difficulté marquée pour lui permettre d'arriver au même point de départ que les autres, et non pas nécessairement en avant. C'est sûr qu'après ça, il peut bénéficier, au moment de l'attribution, il faut qu'il soit en difficulté marquée, et que l'aide technologique, sinon c'est un outil technologique simplement, il devient une aide quand il répond à une difficulté marquée et qui permet d'aller plus loin pour l'élève. Et lorsqu'on fait l'évaluation d'une aide technologique, encore une fois, il y a un autre type de triangulation qu'on doit faire, c'est d'abord partir, non pas du produit, mais partir du besoin. Identifier la fonction d'aide correspondante au besoin et en valider la valeur ajoutée. Vous voyez que dans le tableau, le mot « produit », lorsque je parle, par exemple, de WordQ, Antidote, Kurzweil, Medialexi, je viens de nommer des produits. Mais une fois que j'ai nommé ces produits-là, je n'ai rien dit, parce que ça ne dit pas ce que ça fait. C'est pour ça qu'il faut résister à la tentation de choisir le produit intéressant qui nous est présenté, parce qu'il faut le décortiquer en fonction d'aide. Typiquement, c'est ça qu'on a comme demande actuellement. Viendrais-tu nous donner un cours de Medialexi ou un cours d'Antidote? Mais l'élève, c'est quoi le besoin qu'il a vraiment? Donc, on essaie de faire un peu comme ce qu'on peut voir des fois en médecine. Tu as un diagnostic, c'est telle petite pilule pour faire combler telle problématique. Alors que pour une même problématique, chez 2 individus différents, ou le même individu dans 2 modules différents, dans notre cas,
on va utiliser des outils complètement différents. Tout à fait. Donc, et évidemment, on va comprendre qu'un produit, ce n'est pas un besoin. Par exemple, nous, dans le plan d'intervention, souvent j'interviens, puis l'exemple que je donne à mes intervenants, c'est dans votre plan d'intervention, si je te pose la question, ton élève a besoin de quoi? Tu vas me dire, bien, il a besoin d'un orthophoniste, d'un orthopédagogue, il a besoin de WorkU, il a besoin de plus de temps. On vient de nommer des moyens. Et souvent, en français, on est coincé avec le terme besoin, surtout lorsqu'il est précédé du verbe avoir. Avoir besoin d'eux, puis on l'utilise couramment dans notre langage. Dès qu'on utilise le terme avoir besoin de quelque chose, puis je vous dis, vous l'utilisez au moins 2, 3 ou 4, 5 fois par jour. Ah, j'ai besoin d'aller faire des courses. Non, le besoin, c'est plus facile lorsqu'on établit la situation de besoin. Si j'avais posé la question à mes intervenants, quelle est la situation de besoin de ton élève? Là, on aurait dit, bien, mon élève a des difficultés marquées à lire, des difficultés marquées à écrire ou encore des difficultés marquées à s'organiser. Donc, le besoin est toujours relié à une tâche, à une compétence ou à un état. Jamais un produit. Le produit, c'est une solution. Ça va? Donc, ma première tâche, c'est d'identifier la situation de besoin de l'élève, qui se traduit, dans certains cas, par sa manifestation première, c'est la difficulté qu'il a à réaliser la tâche, le besoin, la cible à atteindre. Moi, ce que j'ai bien aimé, c'est qu'est-ce qu'il n'arrive pas à faire. Qu'est-ce qu'il n'arrive pas à faire? Ça, c'est pratico-pratique. Donc, ça, c'est un cas, vous allez me dire, on n'a pas besoin d'avoir une problématique diagnostiquée pour avoir ce genre de besoin-là. Ça va peut-être être plus marqué chez certains qui, eux, sont diagnostiqués, mais j'ai pris quelque chose qui peut servir à tous les niveaux. Donc, quelqu'un a de la difficulté à gérer son temps sur Facebook, il existe maintenant des systèmes qui permettent de monitorer votre utilisation d'Internet. Donc, dans ce cas-là, on l'a démontré ce matin, c'est un petit plugin au navigateur Google Chrome qu'on active et puis qui, à la fin de la journée, vous dit vous avez passé 10 minutes sur Facebook, 2 heures, 3 heures, et qui fait la somme de tout ce que vous avez fait comme activité sur Internet. Parallèlement à ça, il y a un autre petit plugin qui, lui, vous permet de bloquer certains sites ou de vous accorder un nombre de minutes données. Donc, et ça, c'est pas le prof, c'est pas les TI qui gèrent ça, c'est carrément l'élève. Donc, dans le but de faire un apprentissage, dans ce cas-là, ça peut être un sevrage. Donc, l'élève pourrait dire, aujourd'hui, je me mets juste 1 heure dans ma banque Facebook, puis éventuellement, j'essaie de réduire ça. Donc, c'est un outil d'apprentissage, contrairement à tout ce qu'on peut avoir comme outil dans les commissions scolaires, qui, eux, barrent ces accès-là. Et donc, des produits, il y en a plusieurs. Je pourrais en fait, je vais vous envoyer les 2 documents quand je vais vous réécrire. Et comme ça, vous les aurez les noms des produits si jamais ce besoin-là a lieu chez vous. Juste pour revenir à la valeur ajoutée, c'est important au départ, lorsqu'on pense à intervenir avec une mesure spéciale ou une mesure adaptative, c'est une hypothèse qu'on doit émettre avec l'élève avant de l'expérimenter. On vise toujours à l'expérimenter, mais au départ, c'est une hypothèse. Et lorsqu'on émet une hypothèse, ça nous rassure, parce que ça peut dire, ça peut être validé ou invalidé. On peut se tromper dans une hypothèse. Alors, on n'est pas obligé de coller ça béton. Ça veut donc dire qu'au départ, on pourrait avoir un élève, dans ce cas-là, par exemple, on a un élève, on dit, bon, peut-être qu'on va donner un outil pour gérer le temps, tu vas t'auto-évaluer, puis on espère, on émet l'hypothèse que ça va te permettre de mieux comprendre que tu passes trop de temps sur un site et tu vas pouvoir mieux réguler ton temps par la suite. Et on peut le valider. Par la suite, on l'expérimente, puis on valide, et c'est là qu'on voit la pertinence de l'outil. Parce que lorsqu'on parle de valeur ajoutée, il doit y avoir un comparatif avant-après. Il doit y avoir un gain significatif de la part de l'aide technologique. Sinon, elle n'a pas une valeur ajoutée. Donc, normalement, ça devrait se traduire, dans ce cas ici, en une réduction de temps qu'elle passe sur Facebook, ou réduction de temps, ou encore pour un élève qui aurait des problèmes de déficit de l'attention, ou pourrait facilement détourner l'attention, ou encore de compulsivité sur un site, bien, au moins, ça lui donne un outil métacognitif pour se réguler, se regarder, et c'est là qu'on va voir s'il y a un gain. Est-ce qu'il est efficace? Peut-être qu'au bout de la ligne, ça ne l'est pas, ça ne s'en sert pas. Là, il faudrait aussi savoir pourquoi ce n'est pas efficace. C'est-tu parce que ça ne s'en sert pas bien ou parce que l'outil n'est pas efficace? Mais donc, on cherche toujours un gain significatif dans l'utilisation de la technologie ou d'une mesure. Ça pourrait être de lui donner plus de temps. Là, on parle de technologie, mais ça pourrait être lui donner plus de temps. Ça pourrait être varié sur les modalités de réalisation ou autres modalités.